il s'agit pas de finir le marathon et de plus pouvoir marcher toute sa vie, tu vois. Bon, si j'ai bien compris, Fred, j'ai pas le droit de partir à Punta Cana 2 semaines avant mon marathon. Ça reste une distance mythique, donc c'est celle de la confrontation avec soi-même. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque semaine, venez discuter sport, entraînement et psychologie du coureur avec 2 passionnés qui le vivent au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, on va parler de marathon puisque nous sommes à quelques jours seulement du marathon de Paris et vous avez peut-être prévu d'y participer ou peut-être qu'un jour, vous aussi, vous vous lancerez sur cette course. Alors, si vous voulez tout savoir sur cette distance mythique, ne bougez pas et dans quelques instants, le marathon n'aura plus aucun secret pour vous. Mais avant de parler sortie longue, j'aimerais accueillir un homme doté d'une endurance hors norme quand il s'agit de parler de performance. C'est notre bien-aimé Fred. Fred, comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Moi, ça va très bien et en plus, aujourd'hui, on aborde un sujet qui me tient vraiment à cœur puisque c'est un peu, on va dire entre guillemets, l'absolu de la course à pied, le marathon. Donc, ravi une fois de plus d'être avec vous. Eh bien nous aussi, on est ravis d'être avec toi Fred. Le 14 avril prochain, c'est déjà le marathon de Paris. Et oui, ça arrive très très vite. Et c'est vrai qu'on peut dire que le mois d'avril, c'est un peu le mois du marathon, puisque c'est là où on va retrouver le marathon de Londres ou encore celui de Rotterdam. Et c'est la raison pour laquelle avec Fred, on a eu cette envie de vous concocter une émission spéciale marathon. Et ça va être un contenu intéressant, que vous ayez déjà couru un marathon ou pas, puisqu'on va vous révéler quelques notions clés pour bien optimiser votre prépa marathon ou encore vous donner des conseils utiles pour vraiment bien vous lancer sur cette distance. On va aussi s'intéresser à la place du marathon dans la vie d'un coureur. Qu'est-ce que ça peut représenter pour chacun ? Donc on va traiter le sujet d'une manière assez large. D'ailleurs Fred, est-ce qu'on peut dire, parce que c'est ma première question, que le marathon c'est encore une distance mythique ? Puisque quand même, ça s'est beaucoup démocratisé au fil des années. Et puis aujourd'hui, on a quand même d'autres distances beaucoup plus extrêmes. Je pense notamment à l'ultra-trail ou encore l'ultra-marathon avec des 100 km, voire encore des distances encore plus grandes. Donc, pour toi, est-ce que c'est encore une course mythique, le marathon ? Oui, on peut dire que c'est encore une course mythique parce que tu l'as dit, tu as des courses qui ont des distances bien plus élevées que les 42 km 195 du marathon. Mais dans l'inconscient collectif, le marathon reste une forme d'absolu. C'est tout simplement lié à l'histoire puisque, comme tout le monde le sait, c'est lié à la mythologie grecque et au fameux messager Philippides qui a relié Marathon à Athènes et est mort à son arrivée. Tout le monde connaît l'histoire, je ne vais pas la refaire. Et cela est très ancré vraiment dans l'inconscient collectif et du coup, le marathon est devenu un marqueur absolu de valeur et de dépassement de soi. Justifié ou non, ça c'est chacun se fait son avis sur la question par rapport à des choses bien plus extrêmes qui existent, mais en tout cas c'est une réalité en athlétisme, souvent les JO, les 2 courses qu'on regarde, c'est le 100 mètres pour l'homme le plus rapide du monde et le marathon pour celui qui court le plus longtemps. Voilà, c'est simplement ancré comme ça dans l'inconscient. C'est vrai que c'est marrant de constater qu'en athlétisme, pendant les Jeux Olympiques, les 2 distances mythiques, c'est les 2 extrêmes. La course la plus courte avec le 100 mètres et celle la plus longue avec le marathon. Donc c'est vrai que ça contribue à la notoriété du marathon, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des athlètes qui ont construit leur légende à travers leur performance sur marathon. Je pense notamment à Zatopek ou encore plus récemment à Kipchoge. Il y a aussi le record du monde de Paola Radcliffe qui l'a vraiment inscrit dans l'histoire de l'athlétisme. Mais il n'y a pas que, il y a énormément de petites anecdotes et légendes sur cette distance. Alors il y en a énormément, les petites et les grandes histoires concernant le marathon ne manquent pas. On va en prendre, je vais t'en citer 2, tiens, que j'apprécie plus particulièrement. En 1968, le Tanzanien Akwari il se blesse au 20e kilomètre du marathon, assez gravement au genou, et il finit le marathon en 3h25, ce qui pour une compétition olympique n'est pas forcément un gros chrono. Beaucoup souhaiteraient faire ce chrono-là, mais en championnat international, c'est pas forcément une marque de référence. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas abandonné du fait de sa blessure, sa seule réponse a été mon pays m'a pas envoyé pour prendre le départ du marathon, il m'a envoyé pour
le finir et franchir la ligne d'arrivée. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui est resté avec cette citation et son acte de bravoure, hein, et qui rejoint la légende du marathon, ancré dans l'histoire du marathon. Une autre histoire assez sympathique et je trouve aussi révélatrice de l'implication que peuvent mettre les athlètes, même de plus haut niveau, dans la préparation de cette distance-là. C'est Alberto Salazar, qui est actuellement connu du grand public comme un entraîneur de renom, mais qui avant ça a été un grand marathonien qui a remporté notamment plusieurs fois New York. Et pour préparer les JO de 1984 qui avaient lieu à Los Angeles, étant donné que Los Angeles est une ville très polluée, il s'entraînait sur tapis dans son garage en allumant le moteur de sa voiture pour recréer un peu l'effet de la pollution, hein, véridique. C'était un barge. Exactement. Alors ça lui a pas forcément réussi parce que sur ces JO-là, il a fait 15e, mais voilà, l'histoire du marathon est ponctuée de petites anecdotes comme ça qui sont assez délicieuses. Ouais, et je crois même me souvenir que dans son livre, il explique qu'il prenait des antidépresseurs, du Prozac, pour bien encaisser sa prépa marathon. Donc je crois que ça en dit long quand même sur l'état d'esprit du bonhomme. Et ça explique certainement beaucoup de choses également. Oui, probablement. Mais sinon, Fred, Cocorico, nous aussi, en France, on a nos légendes du marathon. Je pense notamment à Alain Mimoun, le premier Français à remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956, si je me trompe pas. Alors, malheureusement, mon cher Guillaume, je vais devoir te dire que tu te trompes. Hein, non, Fred, commence pas. Hein. J'ai appris mes leçons, j'ai fait mes devoirs. C'est bien Alain Mimoun en 1956 et c'était bien à Melbourne. Hein. Alors, c'est bien en 56, c'est bien Melbourne. Là, tu as tout juste. Par contre, on a un champion olympique du marathon lors des Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam, qui est globalement inconnu du grand public et qui est passé un peu à la trappe de l'histoire. Mais quand même, rendons à César ce qu'est à César. Le premier champion olympique de marathon français s'appelle Bouguera Mohamed El Wafi. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, hein, tu as une rue à côté du Stade de France, à Saint-Denis donc, qui porte son nom. Voilà, elle a été inaugurée donc il y a quelques années au moment de la construction du Stade de France, et c'était un moyen aussi de rendre hommage à cet athlète qui est un peu passé inaperçu dans l'histoire de l'athlétisme français, et même à l'époque c'est passé un peu au travers. Eh ben, je le savais pas. J'étais persuadé que c'était Alain Mimoun, le premier Français à avoir remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc, et je pense que je suis pas tout seul. Donc, tu fais bien de remettre un peu d'ordre dans l'histoire. C'est important de valoriser les athlètes et leur palmarès pour pas que ce soit oublié. Sinon, Fred, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un peu plus compliqué maintenant pour les Français et même d'ailleurs pour les Européens ou même les Occidentaux de briller sur les grands championnats. C'est un peu le marathon, la chasse gardée des pays des hauts plateaux africains notamment. Alors effectivement, hein, ça fait bien longtemps que des Européens n'ont pas été au niveau des meilleurs athlètes qui sont actuellement est-africains, hein, Éthiopie, Kenya. Même si on a par exemple un Galen Rupp qui fait une troisième place, l'Américain Galen Rupp, troisième place au JO de Rio en 2016. Mais entraîné par Alberto Salazar. Par le fameux Salazar. Alors je sais pas s'il l'a fait courir dans un garage, hein, mais bon, on pourrait peut-être, si l'occasion se présente, leur poser la question. Mais effectivement, hein, c'est un peu plus difficile pour les athlètes et notamment français. On voit que cette année, là, Hassan Chadi vient de passer la barre des 2h10 et ça faisait plus d'une dizaine d'années qu'aucun athlète français n'avait réussi cette performance. C'est te dire, entre guillemets, comme on est loin du top niveau mondial, même si ça reste des chronos exceptionnels. Ouais, pas de résultats sur les grands championnats des Français, mais pourtant, c'est une course qui est de plus en plus populaire. Exactement. Mais parallèlement, en fait, on constate qu'il y a quand même un essor assez important du nombre de participants sur les marathons. Alors ça s'est fait au fil de l'eau, hein, parce que juste pour la petite histoire, on parlait du marathon de Paris qui va bientôt avoir lieu. La première édition en 1976 a réuni que 126 participants. Il faut attendre 1984 pour atteindre la barre des 10 000.
et finalement, de manière assez récente, 2015, pour passer la barre mythique ou en tout cas assez importante des 40 000 arrivants. Donc le marathon en France se démocratise, de plus en plus de personnes y participent, ce qui dans un sens peut peut-être compenser le fait que sur le plus haut niveau, on n'y parvienne pas forcément. C'est vrai, Fred, que le marathon, c'est une distance qui s'est énormément démocratisée au fil des années. Il y a encore quelques décennies, c'était une distance qui était réservée à l'élite, au top mondial. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus ouvert. Et d'ailleurs, il y a un grand éclectisme dans les pelotons dans le marathon. On va retrouver des coureurs et des coureuses qui ont prévu de performer, qui vont s'entraîner des mois et des mois pour atteindre leur objectif. Et d'autres coureurs et coureuses qui veulent juste être finishers, qui vont le courir dans un but de dépassement de soi. Et voilà, donc est-ce qu'on peut dire d'ailleurs aujourd'hui, Fred, que le marathon finalement c'est tout le monde peut le courir et que c'est pas réservé à seulement à l'élite? Alors oui, elle peut être courue par tout le monde et au-delà de le dire, je pense que les chiffres le prouvent. Mais comme tu le disais très bien, par tout le monde, mais avec des objectifs très différents, puisqu'on l'a dit, hein, le marathon, ça reste une distance mythique. Donc c'est celle de la confrontation avec soi-même. Donc soit juste dans un dépassement pour le finir, soit dans un dépassement dans un objectif chronométrique. Mais le tout, c'est que tout le monde le peut, mais avec un minimum de préparation. Et cette préparation, évidemment, tu en as parlé, le plan d'entraînement va dépendre de l'objectif que tu te fixes très clairement. Et l'idée, c'est d'arriver prêt sur le marathon pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, soit un temps, soit juste le finir, tout en préservant la suite, parce que il s'agit pas de finir le marathon et de plus pouvoir marcher toute sa vie, tu vois. C'est vrai, Fred, et tu as absolument raison de le préciser. On ne se lance pas comme ça à l'aveugle sur marathon. C'est une distance qui est extrêmement exigeante. On parle de 42 km 195. Il y a des impacts, il y a une grande sollicitation musculaire. Et donc, quand on veut faire un marathon, on se prépare pour. Sinon, ça peut être dangereux physiquement pour votre santé. Et d'ailleurs, Fred, en parlant de préparation, tu sais, on a coutume de dire qu'il ne faut pas se lancer tout de suite sur marathon. Même s'il y a des coureurs aujourd'hui qui vont sur marathon sans expérience en course à pied ou avec très peu d'expérience, ça peut paraître étrange, mais c'est la réalité. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, on dit souvent qu'il faut déjà faire ses armes sur 10 km, sur semi, il faut avoir un certain âge avant de se lancer sur la distance pour être performant. Du coup, est-ce que c'est une croyance qui est fondée? Toi, c'est quoi ton avis sur ça? Alors, est-ce que c'est fondé? Pas du tout, puisque tu as plein d'exemples qui te prouvent le contraire là également. Alors, classiquement, dans le monde de la course et de l'athlétisme, très encadré, effectivement, on passait par les crosses, la piste, on commençait à faire ses armes sur 10 km semi-marathon avant de monter à l'approche ou aux alentours de la trentaine sur la distance reine, comme disent certains, en ayant toutes les cartes en main pour performer. Maintenant, on l'a également évoqué, le profil des coureurs et des coureuses qui viennent sur marathon n'est plus uniquement des profils de gens qui pratiquent l'athlétisme de manière régulière toute l'année. Et donc, dans ce sens, c'est un peu redistribuer les cartes et des gens se lancent directement sur marathon et même parfois à un âge assez jeune. Et s'ils le préparent, comme on le disait, correctement, il y a aucun souci pour aller directement. C'est peut-être même un avantage parce qu'ils arrivent avec un peu d'insouciance et ils le prennent peut-être un peu plus à la légère et ils peuvent peut-être plus en profiter que de s'essayer sur des distances qui peut-être pourraient un peu les refroidir. Ça, c'est un choix individuel que chacun doit faire, mais en tout cas, si c'est votre souhait, hein, moi je parle pour tous ceux qui nous écoutent et qui hésitent encore sur cette question-là, n'hésitez pas, allez-y. Il y a pas de règle en la matière. Comme en toute chose, je pars du principe que si on veut faire quelque chose, on le fait. Après, il faut y mettre les moyens, effectivement. Bah voilà, écoutez vos envies, c'est la chose qu'il faut retenir, il faut pas être frustré, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Après c'est vrai que quand on est jeune, on a plus des capacités explosives, on est plus fort sur des distances rapides parce qu'on a de la vitesse. Quand on vieillit, on perd cette vitesse, on travaille plus l'endurance. Après, rien n'est figé, faut pas croire que c'est c'est établi, il y a des gens qui ont des aptitudes et des qualités à tout âge. Après évidemment, ça demande une certaine maturité, une certaine intelligence de course puisqu'il faut gérer les allures. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a avec l'expérience, c'est évident, mais voilà, ça va pas chercher plus loin.
Du coup, Fred, il y a ceux qui ont l'insouciance de se lancer sur marathon et qui ont cette envie, mais il y a aussi ceux que ça effraie, il y a aussi ceux que ça fait peur, parce que voilà, c'est un peu l'inconnu, le marathon, donc, et c'est aussi très sacralisé. Alors exactement, ouais, mais je pense qu'aussi elle fait peur. Et là, on revient à l'histoire du marathon, hein, puisque, comme on le disait, la mythologie veut que la première personne notifiée dans l'histoire qui l'ait fait, on est morte totalement. Et puis on a tous ces images des marathons des années 80, lorsqu'ils commencent à être diffusés à la télé, où on a les arrivées où les gens titubent, n'arrivent quasiment plus à marcher, qui ont certainement aussi beaucoup marqué toute une génération de coureurs dont toi et moi faisons partie, et du coup peuvent un peu effrayer. Après, voilà, il faut quand même désacraliser cette distance-là. Comme on le disait, des millions et des millions de personnes en cours maintenant, et prouvent que finalement, voilà, c'est une distance qui est abordable du moment qu'on la prend avec sérieux et avec humilité également, parce que il faut pas se dire bon, c'est facile, je vais faire un marathon, mais il faut pas non plus se dire que c'est totalement impossible. Si les choses sont faites de manière à ce que ça se passe bien, il n'y a aucune raison que ça se passe autrement, mais il faut être préparé parce qu'effectivement, ce n'est pas une course anodine. Ouais, t'as raison, effectivement, il faut désacraliser le marathon et se dire que si on s'entraîne bien, si on se prépare dans les meilleures conditions, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Faut pas craindre le mur ou craindre de pas terminer ou de pas être performant. Et puis voilà, il faut pas hésiter à se lancer sur marathon. À mon avis, c'est plus facile de vivre avec une déception qu'avec un regret. Même si vous faites pas le chrono que vous avez espéré ou que vous finissez pas, c'est mieux de vous dire que vous avez essayé plutôt que ne jamais vous être frotté à cette distance mythique qui est quand même une référence pour les coureurs de fond, même si pas tout le monde veut s'y frotter, mais c'est quand même la concrétisation pour un coureur de se lancer sur marathon, et c'est pour ça à mon avis aussi que c'est une course aussi populaire et qui a autant de succès. Exactement, hein, et ça on le voit bien, puisque tu as un effet de masse sur cette distance-là que tu ne retrouves pas, par exemple, sur la route, sur le 10 km ou le semi-marathon, parce qu'effectivement, ça représente quelque chose. On revient toujours à ça dans l'inconscient collectif et dans l'estime de soi, et cette notion de dépassement personnel, c'est tellement important que le courir, on va dire. Il y avait cette phrase de Zatopek qui disait: si tu veux courir, tu cours 1 kilomètre, si tu veux changer ta vie, tu cours un marathon. C'est exactement ça. Et là, on parle de quelqu'un qui connaît quand même plutôt bien la course et qui connaît l'exigence de cette distance et du coup ce que ça représente de la couvrir. Ok Fred, écoute, je te propose maintenant dans la deuxième partie de l'émission qu'on rentre dans le concret de la préparation marathon. Du coup, ma première question, si on veut se lancer sur marathon, comment on fait pour bien choisir son marathon? Est-ce qu'il y a des critères à respecter dans le choix de la destination et du marathon qu'on veut courir? Alors, il y a plusieurs critères qui vont intervenir dans ce premier marathon, qu'il faut déjà appréhender comme un marathon de rodage, comme un marathon de découverte de la distance. Ça c'est vraiment important déjà d'intégrer cet élément-là dans votre esprit avant de le courir. Un des buts de ce marathon-là sera donc de découvrir la distance, et si vous envisagez de faire d'autres marathons derrière, de vous faire un premier temps de référence pour, sur les plus grands marathons, avoir accès aux sas de départ qui sont faits en fonction de vos résultats et de vos temps, et qui vous permettront du coup de partir dans de meilleures conditions. Donc n'hésitez pas à prendre un marathon où il y a peut-être un peu moins de contraintes de niveau, et qui vous permettra de partir dès le départ dans de bonnes conditions et de pouvoir établir un temps de référence. La deuxième chose, c'est réfléchir au parcours. Idem, c'est une première, donc allez pas vous choisir le parcours, on sait le plus difficile, on sait qu'il y a des marathons qui entre guillemets sont plus roulants que d'autres, donc ayez une préférence pour un marathon qui va être roulant, pour pas ajouter de difficultés déjà à la confrontation à cette distance pour une première. Un autre élément, c'est la saisonnalité. Ça, il faut bien en prendre conscience. Pour le temps qu'il fera le jour J, mais aussi pour le temps qu'il fera durant votre préparation et les éléments, on va dire, annexes qui peuvent intervenir dans ce temps-là. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Si tu fais un marathon à la rentrée de septembre, tu sais que le gros de ta préparation va se passer dans la chaleur de l'été, et aussi à des moments où tu es susceptible de prendre des vacances estivales en famille ou autres. Donc il faut bien l'intégrer. Et idem, si tu prépares un marathon au printemps, la préparation
du marathon se déroulera durant l'hiver. Donc, il faut bien penser à ces éléments-là pour choisir son marathon. Et le dernier point sur le choix du marathon, c'est le lieu, parce qu'on peut vite être tenté de faire un grand marathon à l'étranger, ce qui peut être une bonne idée en termes de, on va dire de densité et aussi d'engouement autour de l'événement. Mais un marathon, c'est déjà du stress en soi. Donc, pour une première, se rajouter le stress d'un déplacement avec l'organisation que ça entraîne, et une fois sur place, si on parle pas forcément la langue, trouver le lieu de départ et tous ces éléments-là, ça peut vous perturber à un moment où vous n'êtes pas forcément prêt à y faire face. Donc voilà, choisissez plutôt un marathon qui reste dans un environnement connu pour vous. Si vous êtes en France, en France, sans forcément devoir traverser tout l'Hexagone. Et avec, comme on l'a dit, un parcours qui correspond, qui vous permettra de courir en toute sérénité. Eh bien Fred, je m'aperçois vraiment qu'il y a énormément de choses qui rentrent en compte quand on prépare un marathon. C'est vrai que toutes ces questions, on se les pose pas forcément quand on fait du 10 km ou du semi, mais voilà, quand on se lance sur marathon, eh bien ça se prépare vraiment. Voilà, c'est ce qu'on dit, hein. On court pas un marathon, on le prépare. Là, je pense qu'avec tout ce que tu nous as dit, ça fait sens. Justement, Fred, moi je voudrais rentrer un peu plus dans l'entraînement d'un marathon. Alors l'idée, hein, c'est pas qu'on détaille un plan d'entraînement. On aura l'occasion en saison 2 de faire des émissions spécifiques sur les plans d'entraînement, mais là c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, je voudrais quand même qu'on parle d'un truc, parce qu'on lit partout sur Internet, dans la presse spécialisée, qu'un marathon, ça se prépare sur 12 semaines. Le fameux plan d'entraînement sur 12 semaines. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ? Alors, il te faudra 12 semaines si tu es déjà en condition pour suivre ce plan-là. Oui, effectivement. Par contre, si tu pars de zéro, je crains qu'il te faille un peu plus de temps, au risque vraiment de subir cette course-là et voire de la finir dans un état qui aura pas permis de protéger ton intégrité physique. Clairement, le plaisir durant la course, il doit rester central. On sait tous qu'on a des moments un peu durs durant le marathon. Mais voilà, ta prépa, elle est menée de façon à ce que tu puisses accomplir ton objectif, quel qu'il soit, dans les meilleures conditions possibles. Donc, les 12 semaines, vraiment, c'est un idéal, mais si tu arrives totalement déjà préparé, c'est déjà, on va dire, en termes d'entraînement, on parle d'avoir eu une préparation générale avant d'attaquer la préparation spécifique. Si tu pars de zéro, ça risque vraiment d'être très 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 court. Ok, donc j'ai bien compris qu'il faut déjà avoir une base, il faut déjà avoir de la caisse avant de se lancer dans la prépa marathon. Mais sinon, quels conseils tu pourrais nous donner pour bien optimiser sa prépa ? Par exemple, est-ce qu'il faut plutôt favoriser le foncier ou plutôt le qualitatif ? Alors moi je te dirais les deux, mon cher Guillaume, hein. Je vais rester politiquement correct et garder les deux éléments de la balance. En fait, on a tendance en France, souvent dans les discussions, soit entre entraîneurs ou même entre coureurs, à opposer les deux, qualité, quantité. Or, moi c'est un débat qui me paraît un peu dépassé. Parce que notamment la quantité ne veut pas dire nos qualités. Et je citerai juste un entraîneur là qui a rien à voir avec le marathon, mais c'est quand même l'entraîneur de notre champion du monde du 800 mètres, Pierre-Ambroise Bosse. Donc l'entraîneur c'est Alain Ligné, et qui dit le foncier libère la vitesse. C'est très intéressant qu'un entraîneur d'une distance aussi courte ait pris conscience de l'importance de travailler le foncier et montre ainsi que la quantité, elle fait partie intégrante de l'entraînement. L'un n'exclut pas l'autre. Après, ça va dépendre du nombre de séances que tu vas faire par semaine. Si tu es un athlète qui s'entraîne 10 fois par semaine avec des objectifs très élevés, tu auras de quoi caser à la fois les séances de quantité, la sortie longue, la VS marathon, le seuil, et des séances plus qualitatives comme le travail à VMA ou de la muscu très 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 particulière. Si tu fais que 3 séances par semaine pour préparer ton marathon, moi, le conseil que je te donnerais, c'est déjà d'axer sur les fondamentaux de ton marathon, c'est-à-dire l'endurance, travailler la vitesse marathon et les sorties longues. Et après, peut-être une semaine sur 2, faire une petite séance qualitative pour maintenir une dynamique dans ton entraînement et aussi le varier.
Et je dirais ce qu'il faut pas oublier aussi dans une préparation marathon et qui est souvent négligé, c'est le côté préparation physique. Et là, je parle vraiment pas simplement la PPG avec quelques foulées bondissantes ou des fentes faites sur la piste ou sur ton terrain d'entraînement, mais pas hésiter une fois par semaine aller en salle de musculation et travailler avec un peu de charge additionnelle. Alors l'idée c'est pas de faire du développement de masse, hein, on reste des coureurs et dans cette phase particulière de préparation, tu fais ce qu'on appelle du travail d'endurance de force, donc tu travailles à 60-70% de ton max sur des longues répétitions de 20-30 répétitions. Voilà, ça c'est vraiment, tu gagneras à remplacer une séance de footing courte, hein, pas la sortie longue évidemment, par une séance de musculation, ça sera vraiment idéal. Effectivement, toute cette préparation musculaire, elle est extrêmement importante. Le marathon, c'est avant tout traumatisant pour les muscles, puisqu'il y a beaucoup d'impact. Donc, il faut pouvoir préparer le corps et les muscles à absorber tout ça. Donc, n'hésitez pas à prioriser une séance de muscu si vous n'avez pas le temps versus une séance de footing simple, parce que ça va beaucoup vous aider pour bien vivre votre course. Sinon, Fred, justement, en parlant d'être opérationnel et d'être prêt et frais le jour J, on dit souvent qu'il faut les 2 dernières semaines vraiment relâcher, être beaucoup plus détendu pour arriver très frais comme un gardon, j'ai envie de dire, sur la ligne de départ. Est-ce que tu me confirmes qu'il faut y aller vraiment mollo les 2 dernières semaines lors de son entraînement? Alors en fait, cette période-là qu'on appelle la période d'affûtage, hein, elle est classiquement définie sur 2 semaines, hein, très concrètement pour un marathon, hein, puisque là on parle du marathon. Mais il faut pas non plus se tromper d'objectif. Il s'agit pas de rien faire pendant ces 2 semaines. Il s'agit de réduire le volume global de votre entraînement. En moyenne, hein, ça a été étudié par un physiologiste basque qui s'appelle Inigo Mujica, qui a beaucoup travaillé sur la question et qui a montré que la zone optimale pour l'affûtage, d'optimisation de l'affûtage, c'est une diminution de 70 à 60% de tes volumes d'entraînement des semaines, va dire classiques d'entraînement. Donc tu diminues le volume, mais tu restes quand même sur des séances d'intensité. Si par exemple tu avais des séances de seuil, tu continues à en faire, tu fais encore un peu de VMA si tu en avais, tu fais encore un peu de vitesse marathon. C'est pas juste 2 semaines total cool repos à la playa, parce que tu risques par contre d'arriver endormi sur ton marathon. L'idée c'est de récupérer, comme tu le disais, suffisamment et d'arriver frais le jour de ta course, mais il faut pas arriver endormi. Il faut qu'aussi l'organisme soit prêt à faire face à cette épreuve-là, et pour ça, il faut qu'il ait été maintenu dans un certain niveau d'alerte entre guillemets. Bon, si j'ai bien compris, Fred, j'ai pas le droit de partir à Punta Cana 2 semaines avant mon marathon. Non, surtout que je pense que tu ne ferais pas que trop poser sur la plage, donc les breuvages dont tu t'alimenterais ne risquent pas d'être très compatibles avec l'objectif que tu te seras fixé. Ah, mais quelle image tu as de moi, Fred. Non, mais je te connais bien. Tu sais, je suis un homme d'église, moi. Je sais pas quelle église alors. Je vais devoir annuler mes vacances, hein, tu casses l'ambiance. Annule-les pas, tu me transfères le billet. Moi je prépare pas de marathon, ça me va. Écoutez-le, il veut se dorer la pilule à ma place. Fred, sinon, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est, et là ça va être beaucoup moins sympa que les vacances à Punta Cana, c'est le fameux mur. Moi, c'est quelque chose qui me fait quand même assez peur. On en entend beaucoup parler. Au 30e kilomètre, il paraît que tu te prends un mur de plein fouet et que ça peut être extrêmement traumatisant pour le coureur. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ce fameux mur ? Alors concernant le mur, il y a encore beaucoup de discussions sur les causes, les réelles causes du mur. L'explication qui est la plus partagée par les scientifiques et les gens qui étudient ça à l'heure actuelle, c'est le fait que tu aies épuisé tes stocks de glycogène. Donc le muscle n'a tout simplement plus assez d'énergie pour fonctionner. Donc du coup, c'est la panne sèche, tout se bloque, plus rien n'avance. Il y a
parallèlement à ça, des problématiques de casse de fibres musculaires liées à la succession des chocs, puisque tu cours quand même plus de 40 km. Voilà, ce sont les deux explications, on va dire, phares et les plus communément acceptées actuellement, sans qu'on puisse dire dans quelle proportion elles interviennent et si c'est absolument obligatoirement ça. Mais là où tu vas être rassuré, en tout cas où tu dois être rassuré, c'est que c'est pas inévitable. Souvent, les entraîneurs de marathoniens ont un peu cette expression qui dit l'idée du plan d'entraînement, c'est de faire en sorte que le mur il arrive après la ligne d'arrivée. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est habituer ton corps lors des entraînements au choc et à l'épuisement des stocks pour justement le jour de la course ne pas y être confronté, parce que voilà, ton organisme aura, notamment sur l'utilisation du glycogène, aura été de plus en plus efficace et aura un rendement optimal. C'est ça, et c'est notamment là que tu peux avoir l'utilité de la course à jeun le matin, puisque tu vas taper, entre guillemets, taper dans tes réserves, et du coup ça va entraîner ton corps à gérer ces stocks-là de manière différente, et en plus derrière, avec l'alimentation que tu mettras en place, tu optimiseras le renouvellement de tes stocks et habitueras ton organisme à stocker plus, parce qu'il sait qu'il a été mis dans une situation où il pouvait être en manque. Donc un entraînement bien mené, logiquement, t'amène à ne pas connaître ce moment-là. Tu auras un moment peut-être certainement un peu difficile dans le marathon parce que voilà, c'est quand même 42 km qu'il faut courir, mais le fameux mur vraiment qui te coupe les jambes et qui te met HS au bord de la route et t'arrives même plus à avancer, ça logiquement si t'es bien préparé, tu ne le connais pas. Ok, donc pas hésiter à faire des entraînements à jeun pour entraîner et habituer le corps à faire face à l'appauvrissement des réserves de glucides. Et on l'a vu dans le podcast sur la nutrition. N'hésitez pas la veille de votre entraînement à jeun à aussi réduire au maximum votre apport de glucides pour maximiser les effets en tout cas de l'entraînement à jeun. Sinon, Fred, est-ce que pour éviter le mur, par exemple les ravitaillements, c'est aussi important, et aussi l'optimisation de la foulée pour qu'elle soit plus économique et donc moins énergivore? Alors évidemment, la foulée, c'est le dernier dont tu as parlé, mais c'est le premier dont moi je vais parler. Justement, je te parlais du rendement de l'organisme à ton allure cible, ce qu'on appelle à ta vitesse marathon. L'entraînement vise justement à avoir un rendement le plus efficace possible, à la fois dans l'utilisation énergétique, mais aussi dans du coup le travail de ta foulée, parce que une foulée entre guillemets qui va être moins efficace va te coûter plus en énergie. Donc si tu travailles bien et que comme on l'avait vu, notamment aussi on en avait discuté dans le podcast sur la foulée, si tu arrives à avoir la foulée la plus efficace possible par rapport à tes spécificités personnelles, effectivement ton organisme va être moins consommateur d'énergie, et du coup tu éloignes cette confrontation potentielle avec le fameux mur du marathon. En ce qui concerne les ravitaux, ils sont évidemment importants, notamment en termes d'hydratation. Alors on a passé l'époque, il y a une époque, les athlètes ne buvaient pas du tout, et ça avait été le cas d'Alain Mimoun que tu citais tout à l'heure, ne buvaient pas du tout pendant le marathon, pensant que ça allait les alourdir et du coup les pénaliser. On est quand même bien revenu sur ça, parce que on en avait parlé également, l'hydratation c'est fondamental. Une perte hydrique de 2% entraîne une baisse de performance de 20%. Donc les ravitaux ont pour essentiel but de maintenir, ou en tout cas de réduire la perte hydrique du corps humain et pas te retrouver en situation de déshydratation. Donc dès le premier, il faut bien y penser. Après, pour ce qui est ravitaillement solide ou gel, c'est sur le marathon, ça se justifie pas forcément. Après, si c'est d'un apport psychologique, voilà, prenez-le, ça vous servira. Ok Fred, c'est très clair, merci. Je me rends compte qu'il y a énormément d'éléments à prendre en compte quand on prépare un marathon, et surtout quand on le court. D'ailleurs, parlant de le courir, tu sais qu'on est à quelques jours maintenant du marathon de Paris, et il y a sûrement beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui vont prendre le départ de cette course. Alors, pour tous ceux qui vont courir un marathon dans les prochains jours, quels conseils tu peux leur donner, des conseils pratiques qu'ils vont pouvoir mettre en exécution le jour J, quoi? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est que en amont de votre course, vous avez
tout tester. Ça va de l'équipement, les chaussures, le short, le débardeur, savoir s'il n'est pas trop serré, s'il va pas vous frotter, les chaussures pour pas les faire le jour du marathon. Idem pour les gels que vous allez utiliser en course si vous avez choisi cette option, testez-les à l'entraînement. Le jour de la course, il n'y a aucune nouveauté qui rentre en jeu. Donc vraiment, ça c'est le premier point très important. Ayez tout essayé avant. La deuxième chose, c'est l'échauffement. Ne négligez pas l'échauffement. Alors après, il est plus ou moins long si votre allure marathon que vous visez est proche ou non de votre allure en endurance. Vous trottinez 5, 10 minutes, voire 15. Vous ajoutez des gammes, histoire de monter progressivement dans votre course. Ensuite, vous êtes dans le sas de départ. C'est le moment où, très certainement, vous allez avoir la boule au ventre, le stress qui va vraiment monter. Comme on l'a vu dans le podcast qu'on a dédié à cette thématique, le stress est là pour vous aider à performer. Donc, ne vous laissez pas submerger. Nourrissez des idées positives à ce moment-là et dites-vous bien que vous êtes à 42 km d'un immense bonheur et d'une grande fierté et d'une grande joie. Donc voilà, pensez à des choses qui vous font du bien, si c'est vos enfants, votre famille, les amis, peut-être les séances qui se sont le mieux passées et qui vous mettent en confiance au moment du départ. Puis après, c'est la course. La course, vraiment, rien n'est laissé au hasard. Je l'ai dit juste précédemment, déjà, vous avez tout testé, que ce soit les gels, l'équipement et autres. Établissez bien votre plan de course, c'est-à-dire les allures, vous les connaissez, donc n'en déviez pas, soyez assez vigilants. Les premiers kilomètres, avec la foule, l'excitation, on peut avoir tendance à s'emballer. Contrôlez vraiment le premier, deuxième, troisième kilomètre. Ensuite, vous pouvez contrôler les temps de passage tous les 5 kilomètres. Il y a un truc assez classique qu'on voit, c'est que les coureurs s'écrivent sur la main ou sur l'avant-bras les temps de passage aux différents 5 kilomètres. Voilà, faites-le, comme ça vous évite aussi de devoir les apprendre par cœur et du coup devoir faire des calculs en pleine course. Il faut que tout soit simplifié pour que votre seule pensée soit centrée sur votre mouvement de course. Autre chose, les ravitaux, si vous avez décidé d'en prendre, vous les prenez de manière systématique, vous n'avez pas à vous poser la question. Idem pour les gels que vous prenez. Dernier petit conseil en course par rapport au gel, prenez-le juste avant le ravito. Pour un aspect très pratique, ça vous permettra de diluer le gel lui-même et d'en avoir une absorption facilitée. Voilà vraiment les conseils de base et assez simple à mettre en œuvre. Merci Fred pour ces conseils précieux, j'ai absolument tout noté, on l'a bien compris, quand on fait un marathon, rien n'est laissé au hasard, vous avez absolument tout anticipé, vous connaissez vos temps de passage, vous savez à quel moment vous allez prendre vos ravitaillements, vous allez vous hydrater, tout ça c'est prévu, vous avez un plan A, un plan B si éventuellement les allures ne vont pas, mais voilà, vous devez être absolument organisé pour que le jour de la course, vous n'ayez pas à penser à tout ça parce que ça pourrait vous parasiter. Voilà pour les derniers conseils d'avant-course, j'en profite si vous avez des amis, si vous avez des collègues ou des partenaires d'entraînement qui vont courir le marathon, n'hésitez pas à leur parler de notre podcast. N'hésitez pas à leur envoyer l'épisode. Je pense qu'ils vous seront reconnaissants, surtout s'ils explosent leur chrono. Justement, Fred, en parlant d'exploser son chrono, tu sais, on dit qu'à Paris, c'est quand même pas le parcours le plus roulant, qu'il y a des côtes et que c'est pas l'idéal pour battre son record. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Alors c'est malheureusement, je dirais, la réputation qui colle à ce marathon-là. Très rapidement, on le juge pas très roulant parce que notamment sur la fin du parcours, on passe sous 3 ponts et puis vers le 36-37e, il y a cette petite montée de 50. Petite montée, arrête. Quand t'as plus de 35 bornes dans les pattes, je peux te dire que c'est une très grosse montée. Ah, petite. Donc pour rentrer sur le bois de Boulogne, voilà, je dirais juste que c'est le marathon où Christelle Donnet a battu le record de France, où Benoît Z a à l'époque battu le record d'Europe en 2h06 quand même, et voilà, du marathon. Donc s'il était si peu roulant que ça, bon, voilà. Et je dirais, ces chronos n'auraient pas été établis, et je dirais que l'engouement qu'il y a autour d'une course, par la densité déjà du peloton lui-même et par tous les gens qu'il y a autour, tous les spectateurs, tu en parlais, contrebalance largement, on va dire, ces petits accidents de parcours, surtout depuis quelques années. Il y a aussi au niveau de l'engouement quelque chose de très bien qui a été fait, mais c'est pas que sur le marathon, mais d'avoir son nom
sur le dossard. Donc du coup, vous avez même des gens des fois qui vous connaissent pas, ils vont vous voir passer, vont dire allez Guillaume, vas-y, ou allez Fred. Et ça c'est un élément de motivation qui est assez important plutôt que allez monsieur ou ce genre de choses. Et voilà, et on court à domicile, on court dans sa capitale. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais, c'est vrai que c'est super plaisant et d'ailleurs tous les deux on sera sur le parcours du marathon de Paris pour encourager tout le monde, tous les coureurs avec leurs prénoms qui sont inscrits sur le dossard. Ça c'est toujours un chouette moment de pouvoir supporter, encourager tous les coureurs. Moi j'adore ça à titre perso, donc je vais pas m'en priver cette année. Sinon, on vous invite à vous inscrire à la newsletter. Pourquoi ? Parce qu'on va vous envoyer, et c'est réservé aux inscrits, une liste des marathons les plus roulants, une liste des marathons les plus extraordinaires. Enfin on vous réserve quelques surprises, c'est des contenus enrichis, on va le faire de plus en plus. C'est réservé à ceux qui s'inscrivent à la newsletter, mais n'hésitez pas, faites-le parce que de toute façon c'est gratuit. Alors foncez www.danslateteduncoureur.fr. Sinon, Fred, en parlant de tous les marathons que tu peux trouver partout dans le monde, il y a quand même une question que je me pose. Tu sais, on recommande souvent de ne pas courir plus de 1 ou 2 marathons par an. Pourtant, il y a des contre-exemples. Je pense notamment au japonais Kawoshi qui court énormément de marathons et toujours avec des chronos quand même assez forts. Donc toi, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Est-ce qu'il faut se limiter à maximum 2 marathons par an ? Alors, je dirais, tu peux faire le foufou et en faire un tous les mois ou plus si tu as la santé, comme notre ami Kawoshi. Après, ça reste un exemple assez exceptionnel et le marathon, ça reste comme une épreuve qui est traumatisante, musculairement, mais aussi entre guillemets psychologiquement, mentalement. Donc il est communément admis entre la préparation qui est nécessaire pour mener un marathon dans des bonnes conditions, la récupération dont tu auras besoin dans la foulée de ce marathon, parce qu'une fois qu'il est couru, il faut aussi bien récupérer pour bien recouvrer l'ensemble de ses capacités. Il est communément admis que l'un dans l'autre, 2 par an, c'est un bon chiffre de manière à pouvoir les préparer de manière optimale. Tu vois, après, tu as toujours des exemples où des gens, au lieu de faire des sorties longues, vont faire des marathons et peuvent te dire, j'ai fait 5-6 marathons dans l'année, mais ça sera pas des marathons en top performance par rapport à leur capacité. Ils ont pu les faire en sortie longue ou en sortie un peu rythmée, mais voilà. Ok, bah écoute Fred, avant de passer à l'instant lifestyle, ce que je te propose de dire pour synthétiser un peu notre échange, c'est de dire que voilà, le marathon, oui, c'est une distance qui est exigeante, mais il faut pas hésiter à vous lancer si vous en avez l'envie. C'est une super expérience en termes de dépassement de soi, c'est vraiment le top. Donc voilà, c'est pas réservé à l'élite, le marathon. Si vous avez envie de le faire, foncez. Il faudra juste le préparer, être rigoureux dans la préparation. Mais voilà, tout le monde a le droit de courir un marathon. Il ne faut pas que vous vous mettiez des barrières. Vous pensez que vous n'êtes pas capable ou pensez que vous n'êtes pas suffisamment assez bon en course à pied pour vous lancer sur cette distance. Non, allez-y. Si vous avez l'envie, foncez. T'es d'accord, Fred, hein ? C'est pas réservé qu'à certains coureurs. Le marathon. Pas du tout, hein, d'ailleurs, hein, ça avait fait Alain Mimoul lui-même, hein, quand le marathon a commencé à se démocratiser, estimait que c'était pas une bonne voie pour son sport, pour l'athlétisme, mais on voit que des dizaines d'années plus tard, l'engouement est total et tout le monde a sa place sur le marathon, que ce soit l'élite qui va finir alors à Paris en 2h07, en 2h05, mais sur d'autres marathons en 2h03, en 2h02, voire en 2h01, et d'autres qui vont finir en 5-6 heures, et tous ont un mérite égal à accomplir cette distance, parce que tous sont allés au bout d'eux-mêmes. Celui qui finit en 2h05, il est allé au bout de lui-même. Souvent, celui qui a fini en 5h30, 6h, et il ou elle allait au bout de lui-même également. Et c'est ça qui est assez merveilleux, c'est que on est tous ensemble sur la ligne de départ, on se retrouve tous ensemble sur la ligne d'arrivée et chacun a vécu son histoire personnelle durant ces 42 km et a pu s'accomplir. Ouais Fred, elle n'est pas anodine ma question. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a eu un fait d'actualité qui s'est passé sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook du Salon du Running, qui a posté une photo de 4 coureuses, de 4 passionnées de la course à pied, qui s'avèrent être aussi des influenceuses. Et là, on a pu lire dans les commentaires des choses complètement
présomptueuse, désobligeante, arrogante de certaines personnes qui estiment que finalement quand on court en 6 minutes au kilo, on mérite pas de courir. Et ça s'est pas arrêté là, hein. Il y a eu des insultes, il y a eu des mots qui reflètent pas du tout ce qu'est l'esprit de la course à pied. Moi ça m'a énervé et je pèse mes mots. Mais voilà, on tenait à dire que il faut pas écouter ce genre de personnes parce qu'en fait ils ne représentent qu'eux-mêmes et on peut que le déplorer. Totalement, hein, j'ai vu ce fameux post avant qu'il soit supprimé. D'ailleurs, face à la violence des attaques qui ont été dirigées contre les personnes qui avaient été mises en photo, 4 femmes. C'est assez surprenant. Je dirais que malheureusement la course à pied n'échappe pas à l'ensemble de notre société ou pour des raisons diverses, certains se sentent le droit de juger les performances de l'autre. Qu'est-ce qu'on dirait si par exemple, si Mo Farah postait sur les gens qui courent le marathon en 2h40, en 2h50, en disant mais c'est honteux de courir le marathon si lentement, on dirait mais pour qui il se prend quoi ? Il est devenu fou ce garçon, et là je le dis poliment parce qu'on est entre nous, mais je pense qu'on serait un peu plus grossier dans la qualification qu'on aurait pour lui. Ce type de grands champions ne se permettent pas tout simplement de faire ça parce que ils savent que affronter le marathon, quelle que soit son allure, c'est un défi qu'on se lance. Ils ont beaucoup d'humilité parce que le marathon, on l'a pas dit, mais c'est vraiment une école d'humilité. Et du coup, ils savent que voilà, tout le monde y a sa place et qu'ils peuvent pas s'ériger en maître à penser de qui a le droit ou qui n'a pas le droit de courir cette distance-là. Ouais, moi en tout cas ça me rappelle une sale époque de la course à pied. Ça me rappelle quand on interdisait aux femmes de courir le marathon. On estimait qu'elles étaient des petits êtres fragiles et que c'était trop dangereux, et donc l'homme devait interdire à la femme de courir, mais c'était pour son bien quoi. Là c'est un peu pareil. En tout cas moi je fais un lien qui est pour moi évident, c'est que c'est souvent des hommes sur Facebook qui s'en prennent à des jeunes femmes. Alors bien sûr ils vont trouver d'autres arguments, ils vont prétexter finalement qu'elles voleraient la vedette à des athlètes qui seraient plus méritants, mais il y a un fond assez misogyne moi que je remarque, et c'est regrettable. C'est même plus que regrettable, c'est choquant parce que on peut avoir un avis sur des choses et discuter avec les gens. On peut ne pas être d'accord avec la manière dont là les influenceuses dont on parle gèrent leur affaire ou leur pratique sportive. On peut avoir des désaccords. C'est pas forcément, excuse-moi, je vais quand même employer les termes qui ont été employés pour que tout le monde sache de quoi on parle. C'est pas non plus une raison pour traiter une femme de salope ou de connasse. Ça a rien à voir. C'est pas parce qu'on court le marathon à 6 minutes au kilomètre qu'on doit recevoir ce type de commentaires qui en plus n'ont rien à voir avec l'affaire et montrent bien qu'on est sur un jugement visant à au dénigrement et à l'humiliation, simplement alors parce qu'on est motivé par une forme de jalousie, parce que finalement on aimerait bien être capable de faire tout ce que font ces personnes-là, d'avoir cette reconnaissance-là. Il y a certainement de ça, ou simplement parce que peut-être une partie des gens qui composent les pelotons sont aussi des misogynes beaufs, excuse-moi l'expression, mais on va y aller clairement, quoi. Ouais, mais il faut savoir lire entre les lignes, parce que effectivement, ces personnes vont vous sortir un argument pour défendre un peu leur méchanceté, c'est d'expliquer que finalement, ces influenceuses, elles voleraient le pain de la bouche d'athlètes qui sont plus méritants, des athlètes pros qui n'arriveraient pas à se faire sponsoriser, alors qu'elles auraient des chaussures ou des privilèges par les marques. Ça, c'est un argument qui est complètement faux. Je vous le dis, et je pense qu'on est assez bien placé pour vous l'expliquer, puisque moi je travaille dans les médias, donc je suis en relation avec les marques, et mon expérience me démontre que c'est des arguments qui sont faux. Toi Fred, tu entraînes des athlètes élites que tu côtoies et qui sont sponsorisés aussi, donc évidemment c'est complètement faux. Les marques ne vont pas chercher les mêmes ressorts. Effectivement, un athlète va faire rêver, une influenceuse va plutôt démocratiser le sport, et les deux se complètent. Aujourd'hui, vous avez jamais eu autant d'athlètes qui sont sponsorisés, d'athlètes pros qui sont sponsorisés.
C'est parce que le running, c'est populaire. Aujourd'hui, vous avez 13,5 millions de personnes qui courent. Et donc, du coup, on investit plus auprès de ces athlètes. Donc, en fait, c'est un travail d'équipe. Tout ça, c'est un cercle vertueux. Et voilà. Et c'est génial. Et en fait, elles contribuent, ces personnes-là, à faire rayonner la course à pied et donc avoir des retombées financières indirectement sur des athlètes de niveau. Donc, non seulement c'est faux, mais c'est en plus transformer la réalité. Et c'est moche. Moi, j'ai jamais entendu un Julien Vanders ou une Clémence Calvin prétendre qu'on lui volerait son pain. C'est n'importe quoi. On nage dans le délire. Au contraire, ils sont reconnaissants de ce que peut apporter la médiatisation de leur sport. Je reviendrai sur cet argument, juste pour préciser qu'effectivement, en plus, c'est comme tu dis, c'est un cercle vertueux, et c'est que finalement le travail de mise en lumière du monde du running, ça bénéficie aussi aux athlètes élites, et c'est plus que elles ne leur prennent pas le pain de la bouche, parce que c'est un peu ça l'idée. Justement, elles font en sorte que le pain qui est ramené sur la table est plus important pour tout le monde, parce que c'est bien comme ça que ça fonctionne, parce que comment fonctionnent les marques qui sponsorisent les grands athlètes, c'est fonction, on va dire, de la visibilité du sport pratiqué. Et du coup, avoir un sport populaire comme le nôtre, avec des millions de personnes qui participent aux courses et qui sont relayées par quelques personnes qui à un moment aussi se sont bougées pour faire connaître leur passion et les partager. Du coup, elles sont elles-mêmes suivies par des milliers et des millions de personnes. Et ça nourrit tout notre milieu, et tout le monde en tire un bénéfice. Alors après, certains peuvent avoir on va dire une appréciation élitiste de l'affaire, mais souvent ceux qu'on voit s'exprimer n'ont d'élitiste que l'attribution qu'ils se donnent, parce qu'ils ne font partie, en tout cas, pas de l'élite au terme chronométrique ou FFA du terme, ne sont l'élite que d'eux-mêmes parce qu'ils l'ont décidé. Ouais, c'est clair. Les gars se permettent de faire des réflexions aux autres parce qu'ils pensent avoir des niveaux suffisants pour se permettre de juger les performances des autres. Sauf que dites-vous bien qu'on est toujours le héros de quelqu'un. Même si vous faites un marathon en 6 heures, vous serez toujours le héros de quelqu'un qui ne l'a pas fait et qui va vous regarder avec admiration. Et même si vous courez un marathon en 2h16, vous allez être le nul de quelqu'un. On est toujours le meilleur ou le plus nul de quelqu'un, quoi qu'il arrive. Donc, faites preuve d'humilité, les gars. Vraiment, c'est important. Voilà, je pense qu'on va conclure. On voulait vous en parler parce que c'est un sujet qui nous tenait à cœur, et on voulait simplement remettre les points sur les i. Ça nous tient à cœur, et en plus, ça semble pas aller avec les valeurs que nous on défend et partage avec la pratique de notre sport, quoi. Très concrètement. Exactement. La course à pied, c'est un très beau sport, et c'est un sport pour tous. Donc, sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à l'instant lifestyle. Allez, c'est parti. Dans la tête d'un coureur, l'instant lifestyle. L'instant lifestyle, chaque semaine, Fred et moi-même, on vous déniche les bons plans du monde de la course à pied. Fred, qu'est-ce que tu as trouvé aujourd'hui pour nos auditeurs chéris ? Alors moi, j'ai trouvé un DVD, en fait un documentaire qui est du coup disponible en DVD, et qu'un certain nombre d'entre nous, et je suis persuadé des gens qui nous écoutent connaissent déjà, mais qui me tenait à cœur dans le cadre du marathon, et qui prend encore plus d'importance avec l'événement dont on vient de parler par rapport au salon du running, et pourtant je l'avais choisi avant. C'est Free to Run, c'est le documentaire de Pierre Morat sur en gros la naissance de la course à pied comme phénomène de société aux États-Unis, qui a été un des éléments de libération des pratiquants, de leurs conditions, et notamment des femmes, parce que notamment dans ce documentaire-là, on revient sur Switzer, l'américaine qui avait essayé de courir le marathon de Boston en 1967 et qui avait été stoppée par des officiels de la course, alors qu'elle était encadrée par d'autres hommes qui, eux, estimaient qu'elle avait le droit de courir, et que la course à pied, c'était la liberté de faire ce qu'on voulait et où on le voulait. Et voilà, ça ne parle pas que de ça, mais tu vois, c'est assez marrant de voir que le choix que j'avais fait, malheureusement,
40 ans après, trouve un écho. Un peu différent, mais le fond reste le même. C'est tout. Le fond reste le même, c'est que voilà, on estime qu'une personne n'est pas autorisée à courir en marathon. Eh ben si, elle est autorisée. Switzerland, toutes les femmes qui viendront au marathon de Paris, y seront autorisées et partout dans le monde, elles le seront. N'en déplaise aux bons pensants. Je remets une couche, je suis désolé. Et effectivement, c'est un super documentaire. Alors effectivement, c'est un documentaire qui est populaire, qui est connu, mais néanmoins, on voulait quand même. Voilà, Fred, je pense que tu fais bien d'en parler parce que c'est un. Voilà, si vous l'avez pas vu, foncez, vous le procurez parce qu'il vaut le coup. Et toi, Guillaume, alors, tu nous as préparé quoi? Eh ben écoute, moi, je vais te parler de mon coup de cœur, vraiment que j'ai eu pour un podcast, et notamment pour une personne qui est Martine Duclos, qui est médecin du sport et qui est passé en interview dans le podcast Championne du Monde que tu connais, puisqu'on a c'est Cléo Hénin qu'on a déjà invité chez nous, et voilà, j'ai trouvé cet épisode qui est l'épisode numéro 4, ouais, mais vraiment extraordinaire, qui traite notamment des femmes, de la course à pied, du tabou que tu peux avoir dans le sport, et que je recommande mais vraiment à tout le monde. Moi, j'ai passé 50 minutes à l'écouter, mais qui était excellente. J'ai rigolé, j'ai été choqué par certaines choses, ça m'a fait réfléchir sur d'autres. C'est pour moi l'un des meilleurs podcasts et interviews sport que tu peux avoir sur le marché. Je sais pas si tu l'as écouté, Fred. Ben si, justement, et en plus sans que tu m'en parles avant, donc de manière très honnête et transparente. Et moi-même, je l'ai transmis. À des femmes notamment athlètes, parce que c'est tellement vrai, et c'est des sujets. Moi j'ai été très très touché parce qu'en tant qu'entraîneur, on connaît ces choses-là. C'est pas toujours, il y a des choses, je vais pas dévoiler ce qui est dit dedans pour que les gens aillent l'écouter, mais sur des spécificités qui touchent les femmes qui pratiquent notamment des sports un peu durs tels que l'endurance. Et même si on les connaît en tant qu'entraîneur, on trouve pas toujours les mots pour en parler. Les athlètes féminines elles-mêmes sont parfois un peu gênées de t'en parler, et je trouve ça très bien que ça soit un peu mis sur la place publique comme ça, que ça soit fait par une femme qui est certainement plus légitime à le faire que si on le faisait nous dans un premier temps. Donc la voie a été ouverte, et c'est vraiment essentiel, je dirais, et on devrait le recommander sincèrement à tous les athlètes et à tous les entraîneurs, pour qu'aussi les athlètes dans un groupe prennent conscience des difficultés que peuvent rencontrer les femmes dans une pratique sportive intensive. Exactement, et je recommande aussi le livre de Martine Duclos, La femme sportive, qu'elle a coécrit et qui est aussi une référence, en tout cas dans la médecine sportive, et notamment les liens avec la femme, mais qui vraiment intéresse tout le monde, quoi. Je veux dire, c'est un sujet large, voilà. Et en tout cas, voilà, encore bravo pour le travail que fait Cléo. Là, je pense que le média podcast avec des interviews de cette qualité a vraiment sa place et va jouer un rôle peut-être plus important dans les mois à venir, parce qu'on se rend compte qu'on a des contenus de 50 minutes où on prend le temps d'interviewer les gens, d'aller dans le fond des sujets, et c'est absolument passionnant. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait pas faire à la télé, par exemple. Donc vive cette liberté, c'est pour ça qu'on aime les podcasts, et donc moi je voulais vous parler de celui-là. Voilà. Eh ben écoute Fred, c'est le moment de se quitter. On va se retrouver non pas le 15 avril, d'habitude on poste le 1er et le 15 de chaque mois, mais là comme le marathon c'est le 14 et qu'on veut vraiment que vous écoutiez l'interview de Benjamin Malati qui va parler de marathon, parce qu'elle est d'une très grande qualité, c'est vraiment quelqu'un d'une très grande humilité, et dans cette interview il va vous expliquer tous les éléments clés pour persévérer et pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc voilà, ça a été vraiment un super moment d'échange, et je vous conseille fortement de l'écouter. Donc rendez-vous le 11 avril prochain. C'est clair, c'était vraiment un chouette moment d'échange. Premièrement parce que Benjamin est un mec, voilà, vraiment bien, vraiment sympathique. Et au-delà de ça, il a une histoire. Bon, on va pas vous la dévoiler non plus. Là, on tease un peu, mais voilà, tout le monde connaît un peu. Il a fait une grosse perf sur marathon. Après, ça a un peu plafonné, et on l'a abordé sans filtre, sans tabou. Cette question-là, justement, de comment on se confronte à cette réalité, de se dire, voilà, on a une première sur une distance qui vous place parmi les grands espoirs de la distance, qui est pas forcément confirmée après, mais comment on arrive à garder cette niaque et cette envie quand même de retourner au combat, et cette envie il l'a, parce que clairement vous sentirez que il était au moment où on l'interviewait prêt pour en découdre à Paris, hein. Il est chaud. Voilà, et toujours avec la même envie, et
Il a commencé l'athlé il y a longtemps, donc c'est vraiment super, quoi. C'est clair, et vu ses bons résultats sur le championnat de France de cross, eh bien, ce sera à mon avis l'homme à suivre à Paris. Eh ben écoute Fred, c'est le moment de se quitter. Déjà, Eh oui, déjà, mais on se retrouve bientôt, le 11 avril prochain. Allez, au revoir à tous. à bientôt.